Quel peut être aujourd'hui votre message pour les artistes de Louga qui ont profité de la journée que nous célébrons aujourd'hui pour dire qu'ils sont laissés en rade? Quel message d'espoir de votre part? Moi, je crois que vous auriez pu choisir un autre exemple. Parce que je me suis rendu moi-même au FESFOP à Louga. Et je ne laisserai jamais le Louga tomber. Pour beaucoup de raisons. Mais il y a une raison particulière qui fait qu'à Louga, on devrait garder espoir dans l'économie créative ou l'économie culturelle. À Louga, le FESFOP, en tant qu'entité ONG, a créé 9 emplois stabilisés, directs. Et autour de beaucoup de gens s'activent dans des activités aujourd'hui qui leur donnent des ressources. Le message donc que je leur donnerai, c'est un message d'espoir. Et je le dirai d'autant plus que les industries fondées sur le folklore, parce que le FESFOP, c'est un festival de folklore et de percussion. Ces industries-là ont beaucoup d'avenir, pour la bonne et simple raison que les spectacles vivants dont ils sont maîtres à Louga, qui ne se rappellent pas des cercles de la jeunesse de Louga. Moi, quand je suis allé, j'ai rencontré les fondateurs originaires de cette activité sociale au niveau de Louga. Je crois que Louga fait partie des endroits où l'économie créative s'est organisée pour aujourd'hui être à la base de l'attraction des touristes avec un festival de renom, pour être à la base de l'intérêt de partenaires nationaux et internationaux. J'étais très heureux d'y découvrir le bourgmestre de Namur, une petite ville belge qui entretient avec Louga un effort de coopération intense depuis plus d'une dizaine d'années, et des gens qui aujourd'hui font des activités qui chaque année prennent de plus en plus d'ampleur. Louga est un exemple de ce que l'économie créative peut donner, mais Louga doit être amplifié. Louga est rempli tellement d'artistes que cette simple initiative ne suffit pas à répondre à tous les besoins. Mais ça donne un encouragement pour ce qu'il y a lieu de faire quand on est dans le monde de l'art, quand on est dans le monde artistique en général. Donc, le message que je donnerai à Louga, c'est d'abord, on ne peut pas dire qu'on les ait laissés. Leur festival fait partie des festivals que nous soutenons. Deuxièmement, on leur a montré un intérêt particulier en nous y rendant nous-mêmes à l'entame de notre posture au ministère de la Culture pour montrer tout l'attachement que nous avons aux percussions, mais aussi à toute la tradition folklorique qui existe au niveau de Louga, mais aussi sur ce que ça peut générer dans l'économie locale. J'ai 2 questions. La première, Monsieur le ministre, est de savoir que vous inspire la déclaration de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui voulait encaisser des droits d'auteur par rapport au monument de la Renaissance. Une deuxième question, que pensez-vous, en tout cas directement de la démission de la directrice du livre? Merci. Je commencerai par la question concernant Maître Wade, notre ancien président. C'est un homme de droit, c'est un juriste. Si on dit droit d'auteur, il faut avoir eu au préalable établi la notion d'auteur même. De quoi est-il l'auteur pour prétendre à des droits d'auteur? C'est cette question qu'il faut poser. C'est ce qu'on appelle la question de la titularité initiale. Lui, il comprendra très bien ce que je dis.
il n'a pas établi des droits comme auteur de quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, votre question est intéressante, mais elle n'est même pas fondée. Parce que moi, Olof Ndiaye dit ay waxi nen la. Si maintenant un professeur de droit s'applique à parler dans le vent, moi, je vais prendre une seconde pour rétablir les faits. Quand pour le monument de la Renaissance africaine, on nomme l'administrateur verbalement, on peut ne pas s'étonner si aussi on conçoit verbalement le droit qui s'attache à la création de ce patrimoine du Sénégal. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait lieu d'aller plus loin là-dessus. En revanche, M. Virgile Muguerou-San, lui, qui est auteur de quelque chose, qui concerne ce monument-là, pourrait prétendre à quelque chose. Mais il ne l'a pas fait. Donc, je ne crois pas que j'ai des problèmes aujourd'hui sur la question du monument de la Renaissance, de droit attaché à l'ancien président de la République. Quant à son cabinet, il pourra trouver d'autres moyens de le financer. S'agissant maintenant de la démission de la directrice du livre, vraiment, elle a démissionné, j'ai accepté sa démission. Si quelqu'un doit expliquer quoi que ce soit, je crois que par décence, c'est à elle de le faire. Moi, je ne commente pas ces choses-là. Monsieur le ministre, je demande quel sera le statut juridique de la nouvelle société de gestion collective. La deuxième question, quel est l'avantage de cette nouvelle société par rapport au BSDA? Quels sont les avantages par rapport au BSDA actuel? Et le statut juridique? Le statut juridique de la nouvelle société de gestion, là encore une fois, monsieur, je lis votre journal en ligne. Hein, il faudrait se référer au texte 09-2008 du 25 janvier 2008. Ce texte établit en droit, parce que c'est une loi, la possibilité d'agréer au Sénégal des sociétés de gestion collective de droits d'auteur et droits voisins. Et autres droits d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que ces choses-là. Parce que ce qu'on crée à travers la copie privée, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est des ressources aussi qui vont aller aux artistes, à leurs endroits et à l'État. Mais ce qui est important, c'est que cette même loi crée la possibilité d'établir une société de gestion collective pour 5 ans, unique dans le pays, pour assurer la transition entre le BSDA géré par l'État et la nouvelle gestion qui devrait être gérée par les acteurs eux-mêmes. Les acteurs culturels, les artistes doivent se réunir, former une assemblée générale et dans cette assemblée générale décider un conseil d'administration et de ce conseil d'administration lui donner le pouvoir d'aller recruter des gens qui ont des compétences particulières pour gérer une société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins et autres. La loi de 2008 est très claire. Et c'est cette loi-là que nous appliquons. Donc son statut est défini dans cette loi-là. Ce sera une société agréée par l'État sénégalais pour gérer les droits d'auteur, droits voisins. Mais ce sera géré par les artistes.
Il est grand temps quand même. Depuis quand existe la SACEM en France et les organes de cette nature aux États-Unis, en Belgique, partout? C'est fini l'époque où l'État gère ce genre de choses. C'est aux acteurs eux-mêmes de se gérer. C'est ce qu'on appelle le développement. Yokku fofu lay tambalé ba nga jógee ci sa fi bopp di ko gérer sa bopp. Nous, on fait confiance aux artistes qu'ils peuvent faire ça. En revanche, l'État se doit de dire que pour gérer une société, il faut tel type de compétences. On ne peut pas regarder les artistes décider, par exemple, en conseil d'administration, que quelqu'un qui n'a pas la compétence, qui n'a pas la formation, qui ne connaît pas l'économie de tout ça, soit le manager de cette société. Sachant que quand il y aura un problème, l'État sera toujours un dernier recours pour solutionner ces choses-là. L'État sera responsable dans ces choses, mais les artistes seront responsabilisés parce que ce sont leurs droits, ce sont leurs revenus qui sont en question dans ce débat-là. Nous faisons confiance aux artistes, nous les accompagnons, nous les aiderons à s'organiser pour avoir leur société de gestion. Et le jour où la nouvelle société de gestion sera agréée d'après la loi, ce jour-là, le BSDA cessera d'exister. Donc nous devons prendre les étapes une à une, correctement, mais en droit, c'est clair ce que c'est que le statut de la nouvelle société de gestion, c'est notre loi qui le dit. Ce n'est pas la loi de quelqu'un d'autre, c'est notre loi qui dit comment ça se passe, qui lui donne un statut et qui lui donne les manières de fonctionner. Monsieur le ministre, il y a des acteurs culturels, des animateurs culturels contractuels qui réclament 3 mois de salaire. Moi, j'aimerais savoir à quoi sont dus ces arriérés de salaire-là et quand est-ce qu'ils peuvent espérer rentrer dans leurs fonds. Merci. Moi, je vais rendre hommage tout d'abord à mon ami Youssou Ndour quand il s'agit des acteurs culturels. Alors que j'étais directeur de cabinet de M. le Président de la République, je le voyais s'activer tous les jours, à chaque conseil, pour essayer d'expliquer la situation des animateurs culturels. À l'époque, il s'agissait de 42 d'entre eux. Cette année, après l'arbitrage de M. le Premier ministre, on a attribué au ministère de la Culture la possibilité d'en recruter 30. Nous faisons notre travail. Hein? Nous avons donc commencé le processus. Et pour faire ce processus, nous avons établi 2 choses. Qui doit être recruté parmi les 30? Nous avons dit que ça doit être par ordre de mérite et par ordre d'ancienneté sur les différentes promotions des animateurs culturels qui sont sortis des écoles reconnues comme telles. OK? À partir de ce moment-là, nous aurons, moi je suis pour qu'on prenne les meilleurs d'entre eux. Moi, si on prend les meilleurs et les plus anciens dans la chose, mérite et ancienneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une liste de gens qui ont réussi une année avec des mentions très bien, pourquoi devrait-on les laisser là pour prendre dans la même année des gens qui ont réussi avec une mention assez bien? Je ne le vois pas, moi. Donc on prendra les très bien, après les bien dans chaque promotion, après les à bien. Pour ce qui reste, si on a pris les très bien et les bien, pour ce qui reste, on verra comment, selon les expériences sur le terrain, les résultats qu'ils ont eus, on peut les recruter. Mais ce sera mérite et ancienneté. La promotion du mérite, ce n'est rien d'autre que la constitution de l'élite de notre société. On constitue une société en faisant la promotion du mérite. Même en culture, on fait ça.
Et je ne suis pas élitiste en disant cela. S'agissant maintenant de leur retard de salaire, pour beaucoup d'entre eux, ils sont recrutés sur des fonds qui ne sont pas des fonds de salaire du ministère, c'est-à-dire des fonds de fonctionnement sur lesquels on paye les salaires. Pour beaucoup d'entre eux, de ceux dont vous parlez, ils ont été recrutés sur d'autres fonds. De fonctionnement, du moins. C'est pas ils ne sont pas dans, comment pourrais-je dire, ce ne sont pas des gens recrutés dans le cadre de contrats pour le staff. On utilise de l'argent d'autres choses pour les payer. Il arrive que l'argent d'autres choses manque et qu'on ait un peu de retard. Mais c'est comme ça que ce ministère a fonctionné depuis beaucoup d'années. C'est comme ça que je l'ai trouvé et je suis en train de le corriger. Je peux vous donner un exemple simple. Le ministère de la Culture a au total 128 fonctionnaires. Mais il a 271 contractuels. Des contractuels qu'on a recrutés au fur et à mesure que le temps passait. Et qu'est-ce que ça a donné? Une sédimentation de charges qui n'étaient pas des charges qui viennent directement budgétées comme étant des charges salariales du ministère, mais qui étaient des charges qu'on devait financer, qu'on devait payer sur la base de choses comme les fonds qu'on utilise pour promouvoir nos politiques. Donc, plus ils en avaient, plus ils grévaient la politique qu'on est supposé mener. Il nous faut réformer ça. Quand je suis venu, un premier lot de 25 postes a été supprimé comme ça, après analyse avec les directions. Parce que si on continuait comme ça, ce n'était pas la peine de parler de politique culturelle, parce que de toute façon, les fonds qui étaient utilisés pour fonctionner, pour faire fonctionner nos politiques, n'étaient plus utilisés pour faire fonctionner nos politiques, mais pour payer des salaires qui venaient de contractuels qui se sont accumulés sur le ministère depuis des années comme cela. Il faut revenir à quelque chose de raisonnable. Nous allons faire tous les efforts nécessaires pour résoudre le problème des animateurs culturels qui sont contractuels, mais qui nous donnent le temps d'appliquer les principes de mérite et d'ancienneté sur les postes qui nous sont donnés, et une trentaine d'entre eux, on espère, on est sûr même, trouveront un contrat cette année, un poste définitif cette année au ministère. C'est comme ça que ça se passe. Il faut être patient sur certaines choses. Hein. On ne les a pas laissés pour faire autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'ils existent aussi qu'on ne doit plus rien faire que s'occuper à payer des salaires et ne faire aucune autre politique du ministère de la Culture. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la valorisation de la diversité culturelle. Donc, comment comptez-vous vous y prendre? Et puis, est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce que les ressources sont suffisantes pour mener à bien ce projet? Mon souci n'est pas là. Mon souci, il est double. D'abord, on a commencé la promotion. On était à Ziguinchor il y a 15 jours. On va à Kolda ce week-end. Et après le 12, on est à Sédhiou. On a commencé par la Casamance parce que c'est un lieu où le chef de l'État a décidé de commencer sa politique de territorialisation de l'offre de services publics et sa politique de territorialisation de des politiques publiques. Et la politique culturelle commence par la Casamance, qui est la zone test. Et ce que nous avons vu en Casamance nous encourage fortement. Je vous ai dit comment les jeunes ont montré leur intérêt dans leur culture dans cette partie du Sénégal, à Ziguinchor. Je prie Dieu que ce soit la même chose à Kolda. Maintenant,
vous avez dit quelque chose à un économiste. La première phrase qu'on lui apprend à l'école d'économie, c'est celle-ci. Les ressources sont limitées et les problèmes sont infinis. Ce que d'ailleurs, en tradition malinké, ils disent par côté banc, ça ne finit jamais. Dans cette équation-là, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Gouverner, c'est choisir. Nous avons choisi ce qui produit des biens culturels. Nous avons choisi ce qui les délivre à leurs utilisateurs. Nous n'avons pas choisi ce qui en parle, parce que vous vous rappelez, les problèmes sont infinis et les ressources sont rares. Mais c'est pour ça aussi que je vous ai dit que gouverner, c'est être transparent et juste. Tant que Dieu me laissera à la tête de ce ministère, il n'y aura aucun choix que je ne pourrai venir défendre devant vous. J'interdis aux gens de faire des commentaires inutiles dans le ministère aujourd'hui, à la presse ou machin, sur des différentes questions. En revanche, il y a une chose sur laquelle nous sommes fermes. Nous allons faire de telle sorte qu'on ne paiera plus que les résultats. Pourquoi payer des livres qui ne sortent pas? Moi, je ne le fais pas. Je suis un amoureux du livre. Hein? J'adore le livre. Personnellement, j'en ai des tonnes. Je crois que je dois avoir personnellement plusieurs milliers de livres personnellement que j'ai accumulés depuis que je suis étudiant. Et en 58 ans, on a le temps quand même d'amasser un certain nombre de bouquins. Mais pourquoi financer l'édition alors que les livres qu'on finance ne sortent pas? Pourquoi financer des films qui ne sortent pas? Gouverner, c'est choisir. Le président Macky Sall a choisi la production. Vous demandez quelle est sa vision, je vais vous la dire. C'est la production. Regardez ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture. Il dit, nous allons faire de telle sorte qu'on produise ici suffisamment pour manger à notre faim. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est une notion de production. Dans le domaine culturel, c'est la même chose. Nous allons financer la production, ceux qui produisent le produit, pas ceux qui nous parlent de produire. Des films ou des livres. D'ailleurs, on a vu, on a tellement de talent dans ce pays que quand on produit avec son âme et son cœur, on donne des résultats exceptionnels. Moi, j'ai été séduit par la jeunesse comme Alain Gomis, comme Molly Kahn et d'autres de cet acabit-là. Vous comprenez, M. Fall? L'économie, c'est ça. Ce n'est pas de la théorie. C'est des choses simples qui touchent la vie des gens. Moi, c'est cette race d'économistes que je veux être. Ceux qui font des décisions qui demain touchent la vie des gens. Je pourrais vous en donner des exemples simples. Je suis allé à Bignona parce que je vous ai dit qu'il y a 15 jours, on était à Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor. Donc Bignona en fait partie, Oussouye en fait partie. À Bignona, on est allé visiter la librairie municipale. Il y a plus de 500 inscrits dans la librairie et dans la bibliothèque, et qui lisent et prennent des livres, les lisent et les rendent en bon état. Mais c'est exceptionnel. À Ziguinchor, à l'Alliance franco-sénégalaise, même chose, une association de droit privé, hein? Plus de 700, je crois, inscrits qui empruntent des livres et qui les prennent. Moi, je préfère faire que les livres atteignent ces gens-là.
plutôt que financer une poignée d'éditeurs qui ne sortent même pas les livres. Nous allons financer, nous allons payer pour les résultats. C'est une politique générale du président Macky Sall. Et en tout cas, ce sera aussi notre politique aussi au ministère de la Culture. Ce n'est pas compliqué. Et tout le monde s'y retrouve. Les contribuables qui payent leurs impôts, les utilisateurs des produits construits, mais en même temps, ceux qui fabriquent vraiment les produits. En venant ici, des artistes du village des Arts m'ont interpellé en me disant, si vous rencontrez monsieur le ministre, dites-lui que notre surface de production se rétrécit comme peau de chagrin. Des topographes sont venus pour mesurer et ils me disent que certains ateliers vont encore tomber en dehors des trois autres ateliers qui ont été déjà rasés. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas un interlocuteur. Depuis que vous êtes allé leur rendre visite il y a quelques mois de cela, ils ne vous ont pas revu et n'ont pas eu de feedback. Alors, ils sont dans le désarroi, si je peux le dire ainsi. Alors, ils m'ont demandé de vous interpeller sur la question du village des Arts, que leur espace est en train de se rétrécir. Des topographes sont venus mesurer, la route va sortir et ils n'ont pas un interlocuteur, et même la direction des arts, ils n'ont pas de directeur. Et ils voudraient savoir quelle est la suite que vous comptiez donner à leur problème. Moi, je veux encore une fois revenir aux propos. On est des adultes. On ne peut pas dire comme ça des choses. Vous avez pris votre temps pour venir ici, ils l'ont pris aussi. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de directeur des arts. Il y a un directeur des arts par intérim et il s'appelle M. Barrault. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut rétablir toujours les choses dans les faits. Les faits sont scientifiques et incontournables. Quand on y vient d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure comme l'histoire du droit d'auteur sur le monument de la Renaissance, quand on vient aux faits, les choses s'éclaircissent. Moi, je suis allé les voir. Il se trouve que par une procédure donnée, une partie du territoire, du terrain qui leur avait été attribué à l'époque, a été vendue à... c'est pas à la Sonatel, il faut être précis aussi. Toujours il faut être précis. Après, on s'en sort. À la coopérative des employés de la Sonatel. Ce n'est pas la Sonatel. Il faut être précis. Alioune Ndiaye, le patron de la Sonatel, est très sensible à cette question. Il m'a moi-même dit qu'il était prêt à aider sur la partie qui restait, à améliorer les conditions de travail des artistes et d'existence des artistes sur la partie qui leur revenait de droit. C'est là où on en est. Mais maintenant, écoutez, hein, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un semble faire croire au Sénégal que sous l'ère du président Macky Sall, le temps s'accélère. Non, on n'est pas en physique relativiste ici. Le temps reste le temps. Les choses prennent du temps à être exécutées, réalisées, discutées. Arrêtons ces faux débats-là, de ces gens qui croient qu'ils peuvent se lever le matin, être avec nous, et l'après-midi, aller dehors dire on ne va pas vite. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ce n'est ni correct ni décent. Je ne pleurerai pas devant vous, mais quand même. Moi, je voudrais savoir, de plus en plus, l'appel se fait pressant, les cinéastes appellent à la mise en place d'un centre national de la cinématographie. Est-ce que vous envisagez de mettre ça un peu plus rapidement? Mais vous voyez,
Moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai appelé dans mes bureaux les responsables de l'AGETIP. On a signé une convention pour commencer le travail, pour rénover les bâtiments qui se trouvent au service d'hygiène, l'ancien service d'hygiène, pour accueillir le Centre national de la cinématographie, ainsi qu'une partie de nos services. Maintenant, ce qui se passe, il faut quand même qu'ils aient le temps de commencer les travaux, que l'on finisse le centre, que l'on l'équipe, et qu'on commence à fonctionner correctement sur cette question-là. Est-ce que c'est ça que vous posez comme question? Et on avait parlé d'un centre technique de montage, un truc comme ça, mais pas d'un centre national de la cinématographie, comme je vous l'ai demandé. Mais le centre technique est une partie du centre national. Une partie, mais ce n'est pas le tout. Mais ce n'est pas le tout, mais quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez... Ce sont des projets qui sont là depuis longtemps. Ah oui, merci de dire ça. Au moins, depuis qu'on est là, nous, on a signé pour construire le bâtiment dans lequel on va mettre le centre technique et à partir de ce moment, on continue aussi la mise en place du centre national qui va s'occuper de beaucoup d'autres choses, comme par exemple la carte professionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Sénégal, moi je ne comprends pas. Hein. Aujourd'hui, on demande à l'administration du président Macky Sall de courir en même temps de se lasser les chaussures. Ce n'est pas possible, soyez juste avec nous quand même. Monsieur le ministre, qu'allez-vous répondre à l'écrivain Émile Charles Moreau qui vous reproche de ne pas avoir une politique culturelle? Merci. On n'a pas peut-être intégré totalement cette notion de territorialisation des politiques publiques et cette notion de territorialisation de l'offre de services publics dans les nouvelles politiques culturelles du pays. Nous sommes activement attachés à le faire actuellement. Là, encore une fois, ne lassez pas nos chaussures, nous courons. Mais la réalité de la politique, ce seront les réponses qu'on apportera aux questions de la vie de nos artistes, aux questions de l'accès à la culture dans nos régions, aux questions liées à la valorisation de notre patrimoine. Ça, ces réponses-là, ce sera notre politique à nous. Vous savez, je sers un président de la République très bien élu. Ça fait partie d'ailleurs de ce que j'appelais tout à l'heure du beau Sénégal. Il a été très bien élu, très respecté de par le monde. C'est pour ça qu'on lui donne toutes ces tâches qu'il fait. Au moment où je vous parle, il s'envole pour passer ici, pour repartir aux États-Unis, pour être reçu par le président Obama. En ce qui concerne la valorisation de la diversité culturelle, vous avez déjà commencé cette politique. Concrètement, quelles sont les réponses que vous comptez apporter aux populations de Ziguinchor, où vous êtes déjà passé? On est un gouvernement qui se saisit des problèmes à la base. Quand je vais dans chaque région, on commence par faire un CRD. Et le CRD, c'est qu'on reçoit un ensemble de signaux sur des problèmes vécus localement par les gens dans le domaine qui est le domaine de l'intérêt du CRD. Nous ferons toute la collection des problèmes. Je peux vous donner plusieurs problèmes qu'on a déjà vus à Ziguinchor. On a vu le problème de l'absence de connaissance des droits par les acteurs culturels eux-mêmes. Je vous ai raconté tout à l'heure cette histoire qui arrive à une de nos artistes très talentueuses qui s'appelle Céline Camara.
et dont les droits ne sont pas respectés. Parce qu'on vient, on photographie ces canaris et ces statues en terre cuite, on s'en va, on fait de très beaux bouquins qu'on vend à l'étranger à des prix très chers et elles n'en voient pas le résultat. On achète ces œuvres, on va, on les revend à des prix excessivement chers aujourd'hui. Elles ne voient pas la différence de valeur ajoutée qu'on met par rapport à son prix initial. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Donc, je vous dis qu'on est en train de nous enquérir des problèmes et après avoir fait 14 régions, je crois que je serai allé à la rencontre des artistes là où ils sont. Et je crois que je pourrais dire, là je vais vous faire des grandes propositions d'orientation long terme pour le pays. C'est ce qu'on nous apprend en planification stratégique. Acquérir l'acquisition des données de terrain d'abord, avant d'aller plus loin. C'est ce que nous faisons. En parenthèse, il y a un autre document qui a été construit comme ça. Hein? Ça s'appelle le Yonu Yokute. C'est le seul document de programmation économique qui n'a pas été conçu dans des bureaux d'administration. Ça a été conçu en allant de case en case à travers le Sénégal. Koukouedi l'a dit les dernières élections. Les Sénégalais se sont sentis compris parce qu'on est allé chez eux. Moi, le 1er janvier 2012, je suis allé à la télévision pour dire quoi? Pour dire qu'on fait de la politique en allant chez les gens. Pourquoi maintenant, comme un homme ministre de la Culture, on ne ferait pas une politique où on va chez les gens, s'enquérir de leurs problèmes, trouver des solutions communes à tout le monde? On est un État. On ne peut pas tout le temps trouver que des petits problèmes pour chacun. Il y a des fois, on trouve des problèmes communs à plusieurs gens. Et on les résout de manière efficace. Mais sachez, madame, qu'on fera l'effort de ne pas seulement faire une tournée pour une tournée. D'abord, d'habitude, on ne fait pas ça, hein, mais je vais le faire. On fait 14 régions. Que va-t-on faire? Et vous vous rappelez que j'ai dit que dans chaque région, on sélectionne 10 produits culturels représentatifs de la diversité culturelle de cette région. Que va-t-on faire des 140 produits ainsi identifiés? Aujourd'hui, on va renverser le jeu. Je vous laisse, vous, journalistes, deviner et faire des propositions.